Effectivement, c'est la plus grande question. Comment ça manifeste ce lien entre la France insoumise et les islamistes? Est-ce qu'il s'agit d'un soupçon ou des éléments factuels? Euh, C'était la question que je me suis posée pendant des mois et des mois. Je raconte très brièvement d'abord la raison pour laquelle je me suis posé cette question et y compris la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est que je viens de la Syrie, un pays dominé par les islamistes. J'ai vécu les premières 25 années de ma vie en Syrie et 3 ans en Arabie Saoudite, où j'ai étudié le Coran et le Hadith, ça veut dire la parole de Mahomet. Ensuite, il y avait la révolution syrienne qui a commencé en 2011, où j'étais impliqué, j'étais engagé comme des milliers de jeunes Syriens à l'époque. Et c'était une révolution socialiste contre un régime fasciste qui s'appelait Bachar al-Assad. Et ce sont les islamistes qui ont détruit cette révolution. Plus tard, un an après, je me suis échappé de la Syrie. J'ai fui cette ambiance terrible où on était entre la peste et le choléra, entre le régime de Bachar al-Assad et les islamistes vers la Jordanie. En Jordanie, je demande l'asile politique en France. Arrivant en France, une des premières choses qui m'a vraiment choqué, c'est de retrouver cette ambiance de laquelle j'ai fui. Autrement dit, j'ai vécu pendant 7 ans dans la banlieue parisienne et j'étais toujours tellement surpris du fait que certains imams et des imams radicaux soutenaient M. Mélenchon sans aucune réserve. C'est ça ce qui a déclenché vraiment chez moi cette question. Mais pourquoi, etc. Voilà. Alors, comment ça se manifeste aujourd'hui? C'est vraiment la plus grande question sur le député. On a pas mal des éléments. Parce que, d'ailleurs, je précise qu'à la suite du massacre de 7 octobre, je suis allé dans des dizaines de manifestations organisées soit par la France insoumise directement, soit par une association islamiste, antisémite, sans aucune réserve, qui s'appelle Urgence Palestine. Et ces manifestations étaient souvent organisées soit à Place de la République, soit à la Nation. Mais la plupart du temps, c'était Place de la République. On a pas mal d'éléments. Premier, je commence avec monsieur Omar Al-Soumi. Omar Al-Soumi, il a fondu cette organisation Urgence Palestine le lendemain du massacre de 7 octobre. Il a salué à plusieurs reprises. D'ailleurs, je tiens à préciser que tout ce que je dis est déjà documenté avec des photos et des vidéos que j'ai pris pendant ces manifestations. Et donc, ou des audios enregistrés. Voilà. Et donc, Omar Al-Soumi a salué le déluge d'Al-Aqsa. Le déluge d'Al-Aqsa, c'est le nom de massacre de Hamas le 7 octobre. C'est la même personne, Omar Al-Soumi, qui organise ces manifestations côte à côte avec des députés comme Mathilde Panot, Thomas Bortes, Arcelia Sodé ou d'autres députés qu'on trouve régulièrement durant ces manifestations. On a d'autres noms. Alors, mais d'abord, je termine avec Urgence Palestine parce que c'est important. Il y a Urgence Palestine et il y a une autre association qui s'appelle Perspective musulmane. Perspective musulmane, les deux personnes les plus actives chez eux, on a Ahmed Ibrahim et Maria de Corta, si je ne me trompe pas de nom, de Cartena, pardon, Maria de Cartena. Alors, Ahmed Ibrahim, qui est aussi militant à Urgence Palestine, a déjà déclaré que la Palestine est une terre d'islam. Ahmed Ibrahim, il manifeste régulièrement avec les députés de la France insoumise. Maria de Cartena a déjà déclaré que la guerre contre le terrorisme est en vérité une guerre contre l'islam. C'est pareil, Maria, elle manifeste avec ces gens régulièrement. Alors là, on est encore dans les soupçons. C'est-à-dire, quand on voit, là, ça c'est vraiment la réponse la plus régulière de la part des élus ou des militants de la France insoumise, quand ils disent qu'on va dans ces manifestations avec la bonne foi. Et ici, je tiens à préciser que je n'accuse à aucun cas ceux qui manifestent avec cette bonne foi. C'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a des victimes à Gaza. Ils voient qu'il faut faire quelque chose. Ils sont hors de mon sujet. Moi, vraiment, ce livre, il est vraiment... je l'ai écrit sur
uniquement qui organisent ces manifestations et qui ont un projet politique islamique derrière cela. On a un troisième, on a un des députés les plus actifs dans ces manifestations, Thomas Bortes. Thomas Bortes, il est déjà, d'ailleurs récemment, il est allé au Liban avec Salah Hamouri. Salah Hamouri est un militant à FPLP. FPLP, c'est le Front populaire de libération de la Palestine, une organisation considérée comme terroriste en Europe. Thomas Bortes, une fois qu'il est allé au Liban, il s'est rencontré plusieurs personnes de FPLP. Et je cite ici 2 personnes que j'ai réussi à découvrir les noms. On a Marwan Abdul-Al. Marwan Abdul-Al, d'ailleurs, il a déjà posté sur X qu'il s'appelle Marwan Memdel-Al. Il s'est trompé avec son nom. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais une fois que j'ai identifié la photo publiée de sa réunion avec Salah Hamouri et Marwan Abdul-Al et d'autres personnes de FPLB, je confirme qu'il s'appelle Marwan Abdul-Al. Marwan Abdul-Al, c'est un militant de l'organisation de Hezbollah, organisation considérée comme terroriste. Il est allé d'ailleurs dans le funérailles de Hassan Nasrallah, début de l'année 2024, en février dernier. La deuxième personne, il est membre à FPLP, bien sûr. La deuxième personne rencontrée par Thomas Bortes, elle s'appelle Aitam Abdo. Aitam Abdo, c'est le chef, c'est-à-dire c'est vraiment le chef de FPLP au Liban. Et les terroristes sont réserves. Troisième personne, c'était pas rencontré visiblement, parce qu'il était déjà tué par Tsahal, il s'appelle Kamal Adwan. Kamal Adwan, Thomas Bortes l'a rendu hommage lors de sa visite au sud de Beyrouth. Et aujourd'hui, il est enterré dans un ministère, il est enterré dans un cimetière qui s'appelle les Martyrs de la Palestine. Et donc, Kamal Adwan, il a déjà tué 11 civils israéliens en 1962 dans le cadre d'un attentat qui s'appelle l'attentat de Munich. Là, je donne juste des éléments, des exemples. Je peux continuer, monsieur le député, on en a beaucoup. Vous me dites, j'arrête, je peux arrêter quand vous voulez. On a Mulika. Mulika, c'est une suppliante d'un élu de la France insoumise. Elle a déjà participé à l'ouverture d'une mosquée, qui s'appelle Al-Rahma. C'est une mosquée dans la banlieue de Lyon. Cette mosquée a déjà accueilli un djihadiste tunisien à plusieurs reprises. J'ai réussi à identifier sa parole, ses reprises, ses engagements. Il appelle à éliminer les Juifs, il appelle à tuer tous les Israéliens et il fait la gloire sans réserve pour le Hamas depuis le 7 octobre. D'ailleurs, tout ce que je viens de dire, en fait, il y a pas mal de déclarations, surtout par rapport à ce djihadiste, par exemple, qui étaient dites dans la langue arabe. Et vu que la langue arabe est ma langue maternelle, j'en ai profité pour traduire cette parole et je l'ai publié dans mon livre. Parmi les autres noms que j'ai identifiés, on en a beaucoup quand même. On a Mohamed Awad. Awad, c'est aussi un islamiste radical que la France insoumise l'a choisi pour être candidat. Moi, je trouve que c'est vraiment très dangereux pour les élections législatives l'année dernière. Je termine avec Sébastien Delegui. Sébastien Delegui a été salué à plusieurs reprises de la part des chaînes islamiques radicales pro-Hamas, y compris Al Jazeera, y compris Al Mayadeen et d'autres chaînes. Et une des personnes qui l'a vraiment soutenu, il s'appelle Sayed Yahya Gouasmi. Yahya Gouasmi a déjà, j'ai fait une recherche sur cette personne, il a créé un centre qui s'appelle Zahra. Zahra, c'est un centre chiite, djihadiste, qu'il a créé ici à Paris. Il était fermé pour des apologies de terrorisme. D'ailleurs, ça c'était déjà publié pour le ministère de l'Intérieur. Eh bien, une fois qu'il a salué Sébastien Delegui, parce qu'il a levé le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, Sébastien Delegui a répondu à cette personne sur les réseaux sociaux pour lui remercier. Alors, ça, c'est certains éléments que je me souviens, mais on en a pas mal. Alors, peut-être vous pouvez me poser une autre question et je rebondis. Voilà. Merci, M. Souleymane. Je vais laisser la parole à notre rapporteur.
Merci, Monsieur Souleyman, pour votre présence aujourd'hui. Donc, j'ai pris lecture avec beaucoup d'intérêt de votre ouvrage, qui est assez intéressant. J'ai été marqué notamment par votre histoire en Syrie et par l'envie qui est la vôtre que ça ne se reproduise pas, ce que vous avez vécu durant votre jeunesse en Syrie, ici en France, et par le choc que vous avez eu en découvrant certains ingrédients, un antisémitisme galopant, un entrisme islamique fort sur certains pans de la République qui vous ont marqué. J'avais été frappé aussi par vos dires par rapport au sentiment, enfin à une certaine éducation antisémite qu'on peut voir dans certains pays du Moyen-Orient et que vous retrouvez quelque part ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça, par rapport à cette formation à l'antisémitisme finalement qu'on peut retrouver sur certains territoires de la République? La raison principale pour laquelle j'ai écrit ce livre, et j'ai pris ce risque, c'est que je ne voulais pas que les islamistes qui ont détruit mon pays d'origine font la même chose en France, pays que j'ai adopté, qui m'a adopté. L'antisémitisme a toujours été présent, malheureusement, au Moyen-Orient. Cela fait partie essentielle de la religion. Et là, il faut vraiment préciser que quand je parle de la religion, je parle d'un projet islamique radical qui était fondé dans les années 20, plus précisément en 1928, par les frères musulmans en Égypte, par une personne qui s'appelle Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, son idéologie, la base de son idéologie, était faire le djihad contre les juifs dans la terre en Palestine à l'époque. C'était avant la naissance même de l'État israélien. Je pense que c'est ça ce qui a déclenché l'antisémitisme au Moyen-Orient. Parce que cela a déjà existé dans le texte. Or, les islamistes, ils prennent ce texte parce que dans plusieurs religions, on trouve des textes extrêmement radicaux et appelant à la haine. Mais le rôle d'un islamique, de reprendre ces textes et les diffuser en public et construire un projet politique. Donc il y avait des groupes djihadistes appartenant aux frères musulmans qui allaient pour faire le djihad contre les frères musulmans. Et c'était dans la même période où Amin al-Husseini. Amin al-Husseini, c'était le mufti d'Al-Quds. D'ailleurs, ça c'est bien à préciser que plus tard, Amin al-Husseini a rencontré Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale, et tous les deux, ils ont construit une armée qui s'appelle l'armée des musulmans, qui faisait partie de l'armée des nazis. Et il y avait 20 000 musulmans là-dedans. La plupart d'eux, c'était de l'Europe de l'Est. Pourquoi je raconte ceci? En fait, pour dire les liens. D'ailleurs, on a même découvert dans les archives qu'il y avait un lien entre même Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, et les nazis. Pour tous ces éléments, ou disons, tous ces éléments ont déclenché cette haine envers les Juifs. Bien plus tard, alors la construction de l'État, ou la naissance de l'État israélien, pendant toute cette histoire, c'était ce qui a même encore augmenté cette intensité. Vous imaginez, monsieur le procureur, qu'on avait 800 000 Juifs vivaient au Moyen-Orient avant la naissance de l'État israélien. Aujourd'hui, on n'a même pas 30 000. Donc toutes ces personnes toutes ces personnes qui vivaient ici depuis des centaines, même des milliers d'années, c'était dans leur pays, en Syrie, en Irak, au Liban, même dans les pays du Maghreb. Oui. Donc je trouve cette antisémitisme, parce que c'était insupportable pour eux. Dans ma ville maternelle, à côté de Damas, qui s'appelle Kotaïfa, déjà dire d'être juif, ça veut dire on insulte une personne. Moi, c'est ça tout ce que je me souvenais de mon enfance vis-à-vis de ce mot. Quand on se défend, on dit je ne suis pas si juif pour me traiter si mal, vous voyez, parce que les juifs sont traités même pas comme des êtres humains. Dans le Coran, on a 40, si je ne me trompe pas, on a plus que 41 versets qui parlent des juifs, surnommant les fils d'Israël, le prophète. Et dans aucun cas que les juifs étaient bien traités. Encore une fois, on ne parle pas d'un Coran pratiqué dans la religion par croyance individuelle, on parle d'un projet politique. Plus tard, pour revenir à votre question, arrivant en France, c'était extrêmement choquant. Pour moi, qu'est-ce que c'est la France?
La France, c'est l'universalisme, c'est la laïcité, c'est de vivre ensemble, c'est la diversité. C'est disons, d'une manière ou d'une autre. Moi, j'appartiens à cette France que j'aime beaucoup. La France de Jean Jaurès, que j'avais lu même avant d'arriver en France. La France de Paul-Éluard, de la Résistance. C'est pas là, en fait. C'est pas dans ce pays où on dit on doit éliminer ou détruire un pays qui s'appelle Israël. D'ailleurs, Thomas Bortes, pour revenir à votre question, monsieur le député, Thomas Bortes a déclaré en mois de juillet dernier, là je cite par la chaîne Al Jazeera, qu'il faut libérer l'ensemble de la Palestine. Je tiens à confirmer que quand on appelle à la libération de l'ensemble de la Palestine, ça veut dire on appelle à détruire un État qui s'appelle Israël, où 75% des habitants sont juifs. Donc ça c'est, à mon avis, ça c'est de pur antisémitisme. D'ailleurs, dans la plupart des manifestations ici, organisées soit par la France Insoumise, soit par Urgence Palestine, ou d'autres associations palestiniennes, on appelle, en fait, ça est devenu comme, oui, dans la normaliser l'idée de détruire un État qui s'appelle Israël. Et je me demande donc, est-ce qu'on a déjà appelé une fois à détruire l'ensemble de la Russie qui lance une guerre contre l'Europe? À mon avis, non. Je n'ai jamais entendu de ça. On fait des manifestations en critique à un régime qui s'appelle Poutine. Et on a tous les droits de critiquer un régime qui s'appelle, ou un gouvernement qui pourrait être extrémiste en Israël ou ailleurs. On n'a pas le droit d'éliminer un État tout en entier. Ce discours, plus précisément, c'est dans lequel on était éduqué, dans lequel on a grandi. Chaque matin, quand on allait à l'école en Syrie, on répétait la mort à Israël. Ça veut dire qu'on devait jeter tous les Juifs, parce que les Juifs israéliens en Syrie, c'est tellement similaire, dans la mer, dans la Méditerranée. Donc revivre ça, revoir ça ici en France, pour moi, c'est insupportable et c'est horrible. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos.